Bon alors, Jean-François, comment as-tu perçu le dépôt d'une liste Gilets jaunes hier annoncée dans la presse? C'était pas vraiment une surprise, hein. Depuis début janvier, on sentait bien que quelques jeunes qui s'étaient rapprochés initialement de la fédération étaient un petit peu attirés par certaines sirènes. Je pense notamment à leur déplacement à Marseille, chez Bernard Tapie, déplacement houleux d'ailleurs, bon, mais qui traduisait, parce que c'était évidemment en marge des travaux de la fédération, qui traduisait une volonté d'autonomie et peut-être de suivre une autre voie, et ça s'est confirmé hier, puisqu'ils ont annoncé leur intention de constituer cette liste, qui pour moi ne constitue pas réellement un événement. Je veux dire que je pense qu'il y aura d'autres projets de cette nature qui vont émerger, c'est tout à fait normal. Quand on prend le paysage politique français par exemple, on est la grande famille de la gauche, on a des listes du NPA, de lutte ouvrière, des insoumis, des communistes, des socialistes, et in fine c'est les Français qui trient. Alors certaines sont crédibles, ils apportent leur suffrage, d'autres ne le sont pas, et leurs suffrages sont très limités. Et si au bout du compte il y a plusieurs listes Gilets jaunes, ce sera exactement la même chose. Les Français feront le tri. Donc cette liste ne porte a priori pas de projet, elle est présentée par des gens qui n'ont pas d'expérience, ils sont jeunes, et donc je ne pense pas que ce soit réellement quelque chose de symptomatique et susceptible d'aller bien loin. Alors cette liste comporte pas mal de gens venus plutôt de la mouvance La République En Marche. Il y en a. Est-ce que tu as souligné l'influence possible de Bernard Tapie? Est-ce que tu penses que c'est une liste qui est complètement indépendante? Bon, ça me paraît peu probable, mais j'ai pas un tempérament qui me pousse au complotisme. Mais le fait est que quand on analyse la situation politique, il est clair que La République En Marche aurait tout à fait intérêt à ce que une ou plusieurs listes peu crédibles captent une partie de l'électorat de l'opposition, mais évidemment surtout pas un projet vraiment rassembleur qui puisse constituer une menace pour la classe politique. Donc ce grand projet rassembleur, il est toujours d'actualité, toujours à l'ordre du jour, et j'essaierai de contribuer à faire qu'il émerge et qu'il bouleverse la situation politique du pays. Alors à quoi peut ressembler ce grand projet rassembleur? Eh bien, il faut mobiliser toutes les forces. Alors bien sûr, les gilets jaunes constructifs, tous ceux qui, dans le cadre républicain, veulent investir le champ électoral sur la base, naturellement, d'un projet crédible. Un projet crédible, c'est quoi? C'est un projet qui, naturellement, s'adosse aux revendications qui ont été mises en avant par le mouvement des Gilets jaunes et très largement approuvées par les Français, mais qui décline ces revendications, qui les crédibilise, qui leur donne une cohérence, y compris dans le cadre d'ailleurs d'un projet européen. C'est bien de cela dont il s'agit. Donc l'enjeu est énorme, le travail aussi. Il faut qu'un tel projet s'entoure de compétences, d'expertise. Ça ne peut pas être un projet de l'entre-soi des Gilets jaunes. Il faut être ouvert. Et donc c'est un projet naturellement plus compliqué, plus difficile à mettre sur pied que les ambitions de quelques personnes qui espèrent un ou deux sièges. Il faut naturellement se projeter dans l'importance de l'enjeu. Donc c'est en cours, le travail est en cours, il se poursuit et j'ai bon espoir qu'on aboutisse. Alors, quand tu parles... Quand tu parles d'un projet européen crédible, selon toi, quels en seraient les grands points? Oui, alors les grands points d'un projet européen crédible, c'est d'abord que les peuples se réapproprient ce projet européen. Ça veut dire qu'on ne peut pas construire une Europe sans la volonté populaire. Ce qui veut dire que
il faut que les peuples y soient associés et ne pas conduire des politiques qui les en éloignent. Donc il est clair que l'Europe telle qu'elle est, technocratisée, une Europe contraignante, une Europe qui ne permet pas aux nations d'avoir l'autonomie nécessaire pour répondre aux revendications populaires, ne va nulle part. Et aller nulle part en matière européenne, c'est dangereux. C'est très dangereux, l'histoire nous l'a montré. Donc il faut construire une Europe avec les peuples. Il faut construire une Europe avec donc les nations qui réunissent ces peuples. Et il faut surtout conduire des projets. Ça doit être une Europe qui fonctionne, c'est une Europe de projets. On le sait bien. Ce qui fonctionne, c'est par exemple nos jeunes qui à travers Erasmus échangent, favorisent ainsi leur future insertion professionnelle. Ce sont des grands projets industriels. Voilà, c'est sur cette base-là qu'on peut construire quelque chose de solide, qui parle au peuple et quelque chose qui nous projette vers l'avenir. Concrètement, est-ce que tu penses qu'il faudrait un référendum d'initiative citoyenne au niveau européen ? Je pense que le besoin de citoyenneté, de réappropriation de la décision publique qui s'exprime à travers le mouvement des Gilets jaunes, mais qui s'est aussi exprimé dans d'autres pays, doit naturellement être prise en compte. Maintenant, comme pour beaucoup de choses, il faut trouver un équilibre entre cette nécessaire horizontalité, cette possibilité d'intervention des citoyens et la représentation. La notion d'élection est décisive, il n'est pas question d'y renoncer, il faut qu'il y ait des représentants pour que les projets qui sont portés par les aspirations populaires trouvent une concrétisation. Donc c'est de cet équilibre entre horizontalité et verticalité qu'on pourra construire quelque chose. Aujourd'hui, quel regard portes-tu sur ceux qui, parmi les Gilets jaunes, continuent à appeler à manifester, éventuellement écrivent des lettres un peu menaçantes au président de la République? C'est quoi ton sentiment vis-à-vis de ça? Ce mouvement, naturellement, a beaucoup évolué depuis le 17 novembre. Le 17 novembre, moi j'ai découvert dans Montberry un peuple, dans toute sa diversité sociologique, culturelle, qui était debout, qui en avait assez, qui avait un cri de colère et qui voulait exprimer des revendications en termes de pouvoir d'achat, en termes de fiscalité. C'était ça l'esprit des Gilets jaunes. Et puis, naturellement, avec le temps, avec les violences, on a vu une radicalisation progressive. Et on est maintenant, pour certains, dans une forme de surenchère jusqu'au boutiste, qui peut conduire à des appels de grève générale, des appels à aller encore plus loin dans l'action. Moi, je pense que l'action est nécessaire. Et la preuve, c'est qu'elle a quand même permis de faire réfléchir la société et de faire réfléchir le pouvoir sur des orientations qui n'étaient pas réalistes. Car ça n'est pas réaliste de conduire une politique qui ne peut pas être approuvée par une large majorité, qui ne peut pas faire consensus au sein du peuple. Et cela, c'est ce que nous vivons. Et ça, ce n'est plus possible, ça n'est pas réaliste. Alors il faut évidemment tenir compte de la situation mondiale, internationale, des réalités économiques, mais ces réalités économiques, il faut les travailler de façon à ce qu'on puisse trouver un consensus national. Et cela, c'est tout l'enjeu de ces prochaines années. Est-ce que tu penses que ce consensus national peut se faire autour d'Emmanuel Macron ou pas? En tout cas, c'était ce qu'Emmanuel Macron essayait, avec son projet de ni droite ni gauche, d'En Marche. Je crois que c'est ce qu'il avait en tête. Le problème, c'est que il n'a pas su, il n'a pas pu ou il n'a pas voulu donner à ce projet un contenu qui soit compatible avec les aspirations des Français. Je pense que
il a mené une politique qui était au service d'une forme d'oligarchie qui a investi, y compris les rouages de l'État, et qui fait perdre à l'État son rôle de stratège, et qui ne donne pas, alors qu'on pouvait l'espérer, à l'État un rôle de facilitateur de l'entreprise. Parce qu'il est clair que pour qu'on puisse, à terme, augmenter le pouvoir d'achat durablement, il faut que, à la base, dans les territoires, l'entreprise soit facilitée. Que l'accès, par exemple, au financement pour les projets des jeunes soit possible. Et pour ça, il faut que ce soit fait de manière décentralisée, déconcentrée, au niveau des territoires. Il faut libérer les énergies réellement au niveau territorial. On pouvait penser que Macron allait le faire, et en fait, il est resté enfermé dans un État colbertiste qui dirige tout, qui impose tout, et qui en fait ne permet pas de libérer les énergies. Que penses-tu de l'idée de baisser les dépenses publiques ? Alors il y a très certainement effectivement des dépenses publiques inutiles, notamment ce millefeuille administratif qui coûte une fortune et qui a fait la preuve de son inefficacité. Donc ça, c'est vraiment une piste prioritaire. Maintenant, quand on parle de dépenses publiques, il ne faut pas oublier qu'en face, il y a aussi des services publics indispensables. Indispensables pour la vie précisément de ces territoires, qui doivent être dynamisés et qui le sont aussi en maintenant et même en renforçant la présence de services publics. Et puis naturellement, il y a les services publics régaliens, et le rôle stratégique de l'État, c'est de permettre naturellement à ces services de rester dans la sphère publique et de ne pas les laisser partir dans une sphère qui ne permettrait pas au peuple de s'y retrouver. Maintenant, encore une fois, ça n'est pas une démarche étatique qui nous sortira de la situation, c'est une démarche équilibrée entre ce rôle stratégique de l'État et l'énergie entrepreneuriale.